Il est 8h42 et nous sommes mercredi, donc le jour de la chronique économique très suivie de notre ami le docteur Daniel Guggenheim qui est ici à nos côtés. Docteur Daniel Guggenheim, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Alors il faut comme d'habitude appuyer sur le bouton rouge et voilà, ça va nous aider à vous écouter. Alors on va parler, mais on ne peut pas y échapper, on va parler du coronavirus et on va essayer de voir avec vous comment les entreprises israéliennes, les startups israéliennes, est-ce qu'elles se sont mobilisées pour essayer de trouver le vaccin, pour essayer de résoudre cette épidémie? Oui, justement, j'ai vu un article très intéressant. Il y a une société qui s'appelle Sonovia, qui a été faite en 2013, et elle a fait des combinaisons ou des masques qui sont faits d'habitude pour lutter contre les bactéries. C'est un truc extrêmement qui est basé sur la nanotechnologie. Ça a été breveté à Bar-Ilan, l'université de Bar-Ilan, dans les laboratoires de Bar-Ilan qui ont accepté. Ils ont même eu, il y a quelque temps, une subvention de l'Union européenne de 2,5 millions d'euros. Donc ça veut dire que c'est quelque chose de sérieux. Et ils disent que, d'après les expériences qu'ils ont faites, leur combinaison et leur masque, le textile qu'ils emploient, permet non seulement d'empêcher les virus, quels qu'ils soient, les bactéries, les microbes, d'attaquer la personne, mais en plus, il les arrête. Et il fait en fait qu'il a sur l'environnement général une façon de lutter contre... De neutraliser Qu'est-ce qu'ils ont fait contre ce virus? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé justement leur combinaison à une entreprise en Chine, à un laboratoire en Chine, pour qu'ils vérifient si ça a sur le coronavirus une possibilité d'empêcher ces choses. La réponse, pour l'instant? Et pour l'instant, il y a une semaine, quelques jours qu'ils ont fait ça, et j'espère que ça aidera d'une façon ou d'une autre la lutte internationale. On parle aussi de vaccins contre le coronavirus. Vous savez d'ailleurs une boutade où vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui viennent de Chine, et notamment des choses cachères. Ah non. Et il y a des gens, pour que ça soit cachère, il faut qu'ils aillent dans les entreprises en Chine et pour vérifier. On ne peut pas vérifier de loin. Et on leur a permis d'aller, ils ont demandé au rabbin qui les contrôle, ils ont permis d'aller dans les endroits où il n'y a pas le coronavirus. Parce qu'ils disent, si on ne peut pas, alors il y aura un problème énorme pour Israël dans quelques semaines. Et vous savez, il y a Pourim, après il y a Pessah. Voilà, et il n'y aurait pas eu c'est des grands projets qu'ils ont de cache-route, ils n'ont pas pu arrêter, donc ils ont permis. Et un de ces mashgichim m'a raconté, donc ces surveillants, qu'il a eu une téléphone d'une entreprise en Chine qui lui a dit, vous savez, vous les Juifs, nous savons que vous n'êtes pas attaqués par ce genre de maladie parce que vous ne mangez pas des cochonneries. Ah, oui. Nous, c'est parce qu'on a mangé des chauves-souris. Oui, oui. Il paraît que c'est une des raisons pour lesquelles le coronavirus, ce serait... Oui, bien sûr. Et elle lui a dit, donc, priez bien pour nous. Les Chinois mangent tout. Hein, voilà, c'est ça. Alors, on va parler économie et finances parce que, effectivement, dites-moi d'abord si je me trompe, mais il me semble que les réserves en dollars de la Banque d'Israël culmine. On parle de plus de 130 milliards de dollars, si je ne m'abuse. Et donc, finalement, qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Expliquez-nous. Est-ce que la Banque d'Israël a décidé d'utiliser cet argent à bon escient? Oui, justement, d'abord, on voit que vous êtes bien informé. Vous n'avez même pas besoin de moi pour voir les chiffres est tout à fait exact. Je ne sais pas si vous avez ça, je pensais que vous le souligneriez. Hier, l'euro était presque à 3,70. Et c'est un record, 372, mais près de 3,70. Et ça n'est pas arrivé 18 ans. Ah, oui. Et qu'est-ce qui se passe? On a parlé de plusieurs sujets, le gaz et autres, la high-tech, qui fait que le shekel est la deuxième monnaie la plus forte du monde. Avec le franc suisse, je crois que j'ai vu, et d'après ce que je vois les derniers temps, elle est même plus forte que le franc suisse. Et qu'est-ce qui se passe? Et donc, la Banque d'Israël, c'est massivement, vous savez, depuis le début de l'année, il y a eu encore une augmentation et elle achète des dollars pour justement que le shekel n'augmente pas trop vite. Si elle ne le faisait pas, on serait maintenant peut-être à 3 shekels pour $1. Et donc, enfin, j'exagère peut-être, mais disons qu'ils essayent. À combien il est le dollar là, maintenant, le dollar, il est à 3,40. Oui, d'accord. Ça se rapproche. C'est aussi... oui, effectivement. Et alors, c'est aussi des cours très, très bas par rapport au dollar de 2018. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que, comme vous venez de souligner, il y a 130 milliards de dollars. Maintenant, étant donné qu'il y a de plus en plus de dollars, la Banque d'Israël, comme vous dites, est obligée d'utiliser ses réserves et pas les laisser comme ça, c'est-à-dire pour gagner un petit peu dessus. Ouais. Et alors, elle a réussi à faire l'année dernière... Mais d'abord, expliquez à nos auditeurs aussi, comment il y a tellement de réserves aujourd'hui. Ah ben, c'est ça que je vous explique. Le shekel étant tellement fort,
Et c'est parce qu'on en demande dans le monde entier, d'accord ? Il y a plus sur le marché d'échange. Sur le marché d'échange, il y a des investisseurs, il y a des gens, on va dire au Japon d'un côté, aux États-Unis, qui demandent à acheter des shekels. C'est surtout oui, d'abord c'est quelque chose qui est international, mais surtout c'est en Israël, je pense que la plus grande partie du marché est. Et vous avez des entreprises de high-tech qui ont besoin de changer leurs dollars en shekels pour payer leurs ouvriers, qui ont besoin, et eux ils ont des dollars parce qu'ils ont exporté, etc. Et donc ça fait qu'il y a plus de demandes pour le shekel qu'il y a sur le dollar. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Ils sont accumulés 130 milliards de dollars pour justement que le shekel se raffermisse pas trop. L'année dernière, ils ont publié qu'ils ont eu un record de 6% en dollars sur... la Banque d'Israël a dit j'ai une rentabilité de 6% sur ces 130 milliards de dollars. C'est beaucoup. C'est bien, mais d'habitude, c'est 2 ou 3%. Alors, vous savez, toujours les économistes, et c'est bien, vérifier qu'est-ce qui s'est passé. Il s'est passé la chose suivante, que, étant donné, comme vous avez souligné, que les réserves s'augmentent, ils ont décidé de jouer plus en bourse. Et donc, de ne pas seulement acheter des obligations, des choses comme ça qui sont très sûres, mais d'aller acheter... Prendre des risques et d'acheter ce qu'on appelle sur les marchés des actions, les indices d'actions, que ce soit des indices de la CAC 40 en France, l'Allemagne, les États-Unis, surtout les États-Unis. Et vous savez que les États-Unis... Et ça, ils ont le droit ? C'est-à-dire l'État a le droit ? C'est pas les droits, c'est la Banque d'Israël. Elle a un comité qui s'appelle un comité qui justement donne des directives générales. Voyant ce chiffre-là qui a augmenté, elle a dit, au lieu de passer à 12% d'actions, nous passons à 17%. Maintenant, ce qui se passe, c'est que, par exemple, David Klein, je ne sais pas si vous savez, il était membre de la Banque d'Israël à un moment donné. Il était gouverneur, non ? Il était gouverneur de la Banque d'Israël, a dit que ces 6% qu'on a eu, il faut savoir, comme je vous ai dit, ça a été fait par des choses spéculatives. Et que, encore une fois, c'est la première chose qu'on apprend en finance. C'est vrai que vous avez des fois des gros gains, mais ça peut descendre. Ça peut aussi se retourner. Et donc, et on a besoin de ces réserves. Et donc, il faut se réjouir, bien sûr, que la Banque d'Israël ait réussi. La seule chose qu'on peut se demander, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas sur des trucs en Israël ? Il y a des produits en dollars et ça serait plus bien pour l'économie que la Banque d'Israël investisse aussi sur des produits en dollars en Israël, plus qu'elle ne le fait. Alors, on va parler. Alors, vous vouliez parler des producteurs de tomates qui sont contre Rami Lévy. On va dire un mot vraiment parce que je voudrais parler un peu plus des sujets plus généraux. Qu'est-ce qui se passe avec Rami Lévy ? Voilà, vous savez, Rami Lévy, c'est on ne le présente plus. À l'âge de la grande indépendance parce qu'il fait baisser les prix. Il a décidé d'importer des tomates de Turquie. Mais normalement, on importe des tomates qu'on n'a pas en Israël. Or, il y en a 100 en Israël. Mais il dit qu'en Israël, ça lui vaut trop cher. Disons qu'il est obligé d'acheter à 5 shekels. Alors, il les achète avec tous les frais à 3-4 shekels en Turquie, même comptant ce qui arrive, même comptant l'acheminement et les différents coûts. Et à ce moment, il dit aux agriculteurs israéliens, moi, maintenant, j'ai plus besoin de vos tomates. Et donc, si vous les voulez, il faut me les vendre moins cher. Et donc, eux, les agriculteurs israéliens, ils n'ont pas les coûts de la Turquie non plus. Et ils ne peuvent pas vendre à moins de 4 shekels. Et donc, ils disent, nous, ça nous pénalise parce qu'on vend à perte à ce cas-là. Et tout le monde fait comme Rami Lévy. Donc, on n'aura pas personne pour vendre. Et c'est pour ça qu'on est obligé de vendre à perte. Et c'est pas normal qu'il apporte de Turquie s'il y en a. Et lui répond, moi, ce que je veux, c'est le client. Ouais. On a bien compris. Alors, en tout cas, je voudrais qu'on parle aussi d'une enquête sur les ménages. De plus en plus de ménages israéliens, de foyers israéliens, sollicitent les services d'un conseiller, on va dire d'un conseiller qui leur permette de mieux gérer leur budget. Oui. Vous savez d'ailleurs que Kalita a fait plusieurs plusieurs actions en ce domaine. Je sais qu'il y a quelqu'un qui travaille, c'est important de le souligner. Et que notre ami, par exemple, Valérie Khalfon. Voilà, c'est ça. Et je sais que maintenant, il y a un nouveau projet par Ayala Bloom de Mitsu Israël qu'on appelle, qui peuvent aider dans ces différentes choses. Maintenant, c'est intéressant dans ce organisme qui en Israël gère justement les conseillers économiques pour sortir les gens du pétrin. Et ils ont des résultats, comme je vous ai dit, surprenants. Par exemple, vous savez qui c'est qui pousse à ce qu'on ait... à ce qu'on fasse appel, c'est surtout les femmes, plus que les hommes, dans les foyers qui demandent ce genre de conseils. Oui. Deuxièmement, ce qui est très étonnant, c'est que les revenus familiaux des gens qui font appel à ces conseils économiques, c'est entre 14 et 22 000 shekels par mois. Oui. Et donc, on pourrait s'étonner qu'à ce niveau-là, les gens aient besoin... Et alors, ce qui se passe, c'est que ceux qui sont pauvres ne peuvent pas le demander parce que ça coûte 800 shekels jusqu'à 5 000 shekels, ou même 8 000 shekels par an si on veut faire un conseil. Et ceux qui sont très, très, très riches, ils n'ont pas besoin. Mais finalement,
les classes moyennes, les ceux classes moyennes qui n'ont pas besoin, qui ont des problèmes à gérer ça. Et donc, ils vivent au-dessus de leurs moyens, on va dire. Voilà, et apparemment, et ils disent que ça réussit. Alors, il nous reste une minute pour parler d'une autre étude sur les habitudes des consommateurs en Israël. Oui, c'est d'ailleurs des résultats encourageants qui a été fait. Vous savez, il y a sans doute de sondage Cartographia, très connu en Israël, qui a fait une étude très très poussée, savoir que sur les consommateurs israéliens, des très bonnes choses. D'abord, 95% des Israéliens, après avoir acheté, regardent si dans leur facture, si ça correspond exactement à ce qu'ils ont acheté. C'est une bonne chose. Ouais. 80% des Israéliens disent, pour eux, c'est très important si l'endroit où ils vont acheter est un endroit où les salariés sont traités convenablement. C'est aussi une bonne chose. 57% se méfient du vendeur. C'est bien. Maintenant, une chose que je ne vous donnerai pas, 72% des gens ont au moins une carte Moadon, une carte de ça, c'est normal. Ça, c'est normal. Et 54% des gens font des comparaisons sur Internet avant d'acheter. C'est bien. La dernière chose que cette enquête a souligné qui était le plus, et vous le savez ça, il y a une loi sur le plastique, il y a 3 ans, qui a dit qu'il faut payer 10 agourot. Pourquoi il y avait cette loi? Pour que les gens achètent moins de sachets de plastique. Et il s'est passé que 74% des gens disent que quand ils sortent du magasin, ils veulent toujours acheter les sachets de plastique. Et je fais partie de ces 75%. 74% en tout cas. Merci beaucoup, Dr Daniel Guggenheim, pour toutes ces informations très précieuses.